Bienvenue, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé « Pourquoi et comment évaluer et développer sa pensée critique ?» Et ce matin, deux experts à mes côtés que je vais laisser se présenter. D'abord Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Christelle Canoret, je suis consultante RH et psychologue du travail et j'interviens à la fois en tant que conseil auprès des utilisateurs de tests et à la fois en tant que consultante évaluant moi-même des personnes en situation essentiellement de recrutement. Super. Et puis François. Bonjour François. Bonjour Christophe. Donc je suis moi ingénieur pédagogique au sein de l'équipe formation de Pearson Talent Lens et j'interviens principalement dans la conception et puis la mise à jour de nos contenus de formation qui touchent principalement donc à l'utilisation de nos outils. Top. Pour démarrer, je vais faire un petit sondage au public pour voir où en sont les participants avec cette notion de pensée critique. Petit sondage rapide, pour vous, la pensée critique, c'est avant tout analyser les informations de manière objective et rigoureuse, remettre en question les idées reçues, évaluer les arguments avant de prendre une décision ou identifier les biais dans les raisonnements. Alors, il y a Tiffany qui n'entend pas, je vais la reconnecter. Hop. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. On est à peu près 70, vous êtes 40 à avoir voté, 45. Une cinquantaine. Il y a Marc qui nous dit c'est quand même un peu les 4 réponses en même temps. Mais il n'y a qu'une réponse possible dans mon test, dans mon sondage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Fin du vote. On a 60 participants, 62. Alors, principalement, analyser les informations de manière objective et rigoureuse. Et puis après, finalement, c'est très équilibré. Tout le monde a répondu. Il n'y a pas grand-chose qui se détache dans ces 4 réponses. Alors peut-être que Christelle ou François, vous pouvez nous donner une définition de ce qu'est la pensée critique. Oui, bien sûr. Et puis, c'est intéressant de démarrer par ce sondage aussi et les réactions, parce que finalement, on va en parler ce matin, mais la pensée critique, c'est un petit peu de pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière ces pas mal de choses. Et en fait, on peut démarrer en donnant une définition. Il y en a plusieurs, des définitions, mais celle qu'on utilise nous souvent, c'est que la pensée critique, c'est cette capacité que l'on a finalement à aborder une situation de façon factuelle et rationnelle et à la considérer sous divers angles, en fait. Et on arrive à séparer les faits de ce qui va être des opinions, des intuitions, des stéréotypes aussi. Pour faire quoi, finalement? Pour arriver à tirer des conclusions qui sont logiques et rationnelles. Voilà, c'est ça. Avant tout, la pensée critique. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est une manière d'appréhender notre monde, voilà, en mettant en œuvre un certain nombre de mécanismes. Il y a derrière de l'évaluation objective d'arguments, en fait. Voilà. Ça, c'est pour poser un cadre. Ouais. Du coup, c'est une compétence. Alors, du coup, est-ce que c'est une compétence? Pour répondre à cette question, Christophe, je vais faire appel aux dernières études qui sont sorties, en particulier celle du Forum économique qui met en avant en fait les compétences clés. Au départ, c'était à Horizon 2025, puis maintenant, il y a une nouvelle étude qui est sortie avec l'Horizon 2027. Et en fait, cette étude, elle cherche à mettre en avant quelles sont les compétences qui seront les compétences du futur, celles attendues par les entreprises. Et dans ces compétences, dans le top 5, il y a un certain nombre de compétences cognitives.
on va retrouver la pensée critique, on va souvent retrouver aussi la résolution de problèmes. Dans les dernières études, il y a des mots comme pensée analytique ou pensée créative, flexibilité intellectuelle et agilité, vraiment au sens intellectuel du terme. Donc, la pensée critique, c'est un petit peu de tout ça. Donc, oui, il y a du cognitif, mais la pensée critique, ce n'est pas que du cognitif. Ouais. Et c'est en ça que c'est une compétence. C'est un peu peut-être pour faire la différence entre esprit critique, pensée critique, souvent deux termes qu'on utilise et qu'on entend. Autant dans l'esprit, l'esprit critique, c'est plutôt l'attitude, notre disposition que l'on a à appréhender les situations. Autant la pensée critique, c'est la mise en œuvre de cette disposition mélangée avec d'autres choses que sont la connaissance, donc l'expertise, nos particularités aussi, et puis peut-être d'autres leviers aussi, comme la motivation, etc. Donc, oui, la pensée critique, c'est une compétence parmi d'autres. Ouais. Christelle, c'est quoi l'importance de cette pensée critique dans le monde actuel, dans l'environnement actuel? Si on s'en tient effectivement à la définition qu'a donnée François et au monde actuel dans lequel on vit, on est submergé d'informations qui viennent de multiples sources constamment. Si on ne met pas sur stop nos téléphones, nos ordinateurs, etc., on est vraiment sous un afflux d'informations systématiques et où toutes les informations arrivent avec la même hauteur d'urgence, d'importance. Et on est aujourd'hui vraiment obligé de faire un tri, de faire une sélection parmi ces informations pour pouvoir effectivement les analyser, les traiter et derrière prendre des décisions qui soient pertinentes. On a un super exemple là, qui vient d'avoir lieu, c'est les élections américaines où on prédisait, tous les médias nous disaient « Ah, si Trump passe, c'est la fin du monde, ça va être un bouleversement de l'économie ». Au final, il est élu, augmentation des actions, augmentation du Bitcoin, et puis un sentiment de sécurité pour l'Europe, parce que comme il a une politique protectionniste, ça veut dire qu'il ne va pas emmerder l'Europe, si je résume. Et donc l'Europe aura tout le loisir de se développer. Donc finalement, on nous a dépeint un scénario apocalyptique et au final, en conclusion, on nous dit complètement l'inverse. On est en plein dedans, en fait. On est en plein dans le sujet, là. Complètement. Et sachant qu'à côté de ça, on a toujours nos informations basiques qui vont nous arriver. Payer notre loyer, hein, donc un mail qui arrive sur notre loyer qui doit être payé à telle date, notre carte SIM qui est bloquée à côté. Voilà, on a toutes ces informations. Il va falloir qu'on aille voter pour telle ou telle chose au niveau professionnel ou au niveau de la citoyenneté. On doit voter sur la qualité de notre dernier passage à l'hôpital, par exemple. Enfin voilà, on va être vraiment harcelé quelque part de toutes ces informations et devoir effectivement prendre la hauteur de vue nécessaire pour déjà faire le tri entre est-ce que cette information est cruciale, d'où vient cette information, quelle est la source, quelle est la pertinence de la source, est-ce que j'ai réellement à traiter cette information là tout de suite maintenant parce qu'elle va me servir à objectiver et à construire une prise de décision. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette perspective-là aujourd'hui parce que notre monde a évolué là-dessus et bien que la pensée critique soit intéressante et nécessaire depuis la nuit des temps, on est aujourd'hui confronté à des situations, à un environnement qui la sollicite particulièrement et qui fait qu'on doit effectivement s'y pencher, s'y intéresser en tout cas. On va être dans le monde du travail, dans les environnements professionnels. Alors, avant de passer au monde du travail, il y avait une question de Bénédicte qui nous dit « Les émotions jouent-elles un rôle, selon vous, dans la pensée critique et si oui, lesquelles ?» J'ai pas entendu les quoi ? Pardon. Les émotions jouent-elles un rôle, selon vous, dans la pensée critique et si oui, lesquelles ? Alors, ouais, bien évidemment.
c'est en ça à la fois que la pensée critique est intéressante et en même temps, on ne l'a pas évoqué, mais le fait que la pensée critique soit une compétence fait qu'on va pouvoir la développer, la faire évoluer. Les émotions rentrent effectivement en ligne de compte dans la pensée critique parce que nos émotions et la manière dont on va gérer nos émotions va venir effectivement influencer la manière dont on va regarder les informations, dont on va regarder les événements qui nous entourent. Si on est sur des sujets qui nous touchent particulièrement ou avec lesquels on a une difficulté émotionnelle, forcément, ils vont venir nous impacter d'une manière particulière. Et si on exerce notre pensée critique, ça devrait nous inviter à sentir, à percevoir qu'il y a un élément de l'ordre de l'émotionnel qui rentre en ligne de compte à la fois dans notre perception et dans notre analyse de l'information, de la situation. Et ça devrait nous inciter à faire un stop pour pouvoir justement faire le tri entre ce qui est de l'ordre de l'information factuelle, objectivée, et ce qui est de l'ordre de l'impact émotionnel. Et c'est pour ça, Christophe, que quand on parlait tout à l'heure de compétences, c'est vrai que la pensée critique, il y avait l'aptitude cognitive qui est du raisonnement, comment je traite l'information, et avec tous les effets liés aussi du coup à l'affect et aux émotions sur le traitement de cette information. Mais il y a aussi des caractéristiques personnelles. Je vais donner 2 exemples. La curiosité, tout simplement. Le fait d'être ouvert aussi à la nouveauté, par exemple, ça va entrer en ligne de compte, bien évidemment. Des éléments aussi comme la capacité à mobiliser ses connaissances, ça fait complètement partie du fonctionnement de la pensée critique. Est-ce que j'accède facilement à mes connaissances? Jusqu'à quel niveau je peux aller? Par exemple, je suis un expert dans mon domaine. On a très bien vu qu'il y a des études qui montrent que le niveau d'expertise a une influence forte sur la capacité à prendre des décisions objectivées et rationnelles. Puis un dernier élément, c'est l'envie, c'est le désir, la volonté aussi, et en particulier de développer cette compétence de pensée critique. Voilà, ça ne se fait pas tout seul, hein, ça demande cette capacité à aussi mobiliser sa motivation, son envie, son désir de se développer. Et puis du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention finalement aussi à un certain nombre de biais, parce que, comme le redit Anne-Laure, donc notre pensée critique est corrélée à notre intelligence émotionnelle. Donc on peut rapidement se tromper de chemin ou avoir une analyse défaillante si les autres compétences qui composent la pensée critique ne sont pas au niveau, parce que d'après ce que tu expliques, la pensée critique s'appuie sur... Finalement, c'est une compétence fondamentale, mais qui va s'appuyer sur une multitude d'autres compétences. Bien sûr, on peut tout à fait avoir un raisonnement analytique parfaitement correct. Il suffit qu'on soit parti d'emblée sur des éléments ou des informations qui sont mauvaises. Le raisonnement sera logique, mais la finalité sera mauvaise. Voilà. Donc ça, c'est une illustration. Si on reprend l'exemple que tu donnais par rapport aux élections américaines, si on a une peur particulière par rapport à un des éléments qui pourrait être une conséquence de cette élection, notre crainte, notre peur peut vraiment faire qu'on va aller regarder les informations avec un œil particulier, qui vient effectivement venir confirmer parfois cette peur. Si on a une gestion émotionnelle qui est fragile, on va plutôt aller chercher spontanément les informations qui viennent confirmer notre peur, plutôt que d'aller chercher des informations diversifiées, voire contradictoires et divergentes par rapport à notre premier point de vue. Et c'est ça, exercer sa pensée critique. C'est venir percevoir qu'on peut avoir un biais qui se met en place, notamment lié à la gestion émotionnelle, et de cognitivement parlant, aller chercher justement à venir le contrecarrer en allant chercher des sources d'informations et des informations qui viennent peut-être contredire notre premier élan. Ouais. On est vraiment sous l'influence des biais, on vit avec. Et effectivement, il faut arriver finalement à développer une capacité de recul critique sur nos propres pensées. En fait. Ça demande un effort. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en développant
notre pensée critique avec cet élan cognitif, on va aussi développer la gestion émotionnelle. Ouais, c'est très corrélé. Ah, tu m'as donné ta crève, Christelle. Tu as toussé, yes, parti. Il y a pas mal de questions, vous inquiétez pas, on va y venir, c'est pour ça que je ne les prends pas tout de suite. Est-ce qu'on peut développer la pensée critique, etc. On y vient. Bon, maintenant, si on parle de cette pensée critique ramenée au monde professionnel, quelle est l'importance aujourd'hui de la pensée critique dans le cadre professionnel ? On voit bien que le monde professionnel, il n'est pas très différent du monde à l'extérieur, en fait. Il est impacté par autant de changements, de sollicitations, d'informations qui peuvent être contradictoires, avec des hauteurs d'urgence et d'importance identiques, qu'on soit face à son patron, face à des clients qui sont sollicitants, face à des prestataires, etc. On est exactement dans le même type d'environnement qu'à l'extérieur, sachant qu'on est quand même sur les activités professionnelles, sur des choses de plus en plus complexes, de plus en plus polyvalentes, qui viennent de nouveau solliciter à tout niveau notre analyse, notre objectivité, qui peuvent venir solliciter aussi beaucoup, de nouveau notre gestion émotionnelle, on en a parlé juste avant. Là, aujourd'hui, les organisations demandent effectivement à ce qu'on résolve des problèmes complexes, à ce qu'on fasse face à des imprévus, à de l'inédit, de manière systématique. On n'est plus sur sur des tâches qu'on peut autant anticiper peut-être qu'avant, et on va travailler systématiquement avec de nouveaux outils et dans une recherche permanente de solutions, et parfois de solutions nouvelles et inédites en tout cas. Donc en ça, notre pensée critique est effectivement hyper sollicitée aussi au niveau professionnel. Alors, une bonne question de Florence. Et d'ailleurs, j'étais en train de demander à ChatGPT ce qu'il en pensait. Je lui ai demandé s'il fallait utiliser la pensée critique pour l'utiliser. Et donc, il me répond absolument, la pensée critique est essentielle pour utiliser un outil comme moi de manière constructive et éclairée. Oui. Il ne pouvait pas faire d'autres réponses en même temps. C'est un point hyper important. Et c'est finalement, il y a deux questions. C'est on nous apprend à utiliser l'IA, donc à faire des prompts, etc. Il faudrait peut-être aussi se questionner sur comment... Pour ceux qui ont de la chance. Pour ceux qui ont de la chance, tu as raison. On nous apprend à utiliser. Pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, c'est vrai. Nous, on a eu cette chance dans notre boîte, mais effectivement, tout le monde ne l'a pas encore. Mais c'est vrai que le focus est beaucoup donné aujourd'hui sur comment j'apprends à utiliser l'IA. Alors oui, ok, c'est un nouvel outil, donc c'est important de connaître les fondamentaux. Mais ce qui est important également, c'est de se dire que ça ne reste qu'un outil. Donc, comment j'apprends à utiliser l'outil est une chose, et l'outil va m'apporter de la valeur. Maintenant, quel regard j'ai sur le contenu que l'outil va produire, ça, c'est une autre question. Et en particulier, si on est amené à utiliser l'outil pour répondre à des questions sur des thématiques que l'on ne maîtrise pas. C'est là où, justement, je pense qu'on a une vraie place pour la pensée critique, c'est-à-dire quand je ne suis pas, comme on l'évoquait tout à l'heure, expert, ou que je n'ai pas suffisamment de connaissances sur lesquelles je demande à l'outil de m'aider, comment je vais prendre finalement les informations qui vont être produites. Alors, on peut donner peut-être 2-3 idées juste par rapport à ça, mais là, peut-être que la première, c'est de se dire, finalement, quand l'IA va me produire une réponse et du contenu, la première des choses que je peux faire, c'est peut-être demander aussi à l'IA avant tout, quelles sont les sources sur lesquelles il s'appuie pour avoir produit ce contenu. Ça, c'est une première bonne réaction par rapport à la pensée critique. Pardon. Deuxième élément, c'est peut-être aussi de faire des recherches par soi-même sur différents autres types de médias pour voir s'il y a des concordances ou pas. Là, le principe, c'est celui de la comparaison. C'est d'arriver finalement à comparer ce qui a été produit avec ce que d'autres informations ont pu produire. Et puis, le troisième point important aussi, c'est comme idée,
c'est de se dire finalement comment je vais pouvoir aussi mobiliser mes autres compétences pour regarder ce contenu avec un sens critique. Donc, le minimum d'infos que je puisse déjà avoir sur le sujet, peut-être ce qu'en pensent d'autres aussi, et mes collègues en particulier. Voilà, c'est vraiment arriver à faire ce travail-là sur ce qui est produit. Ça, c'est peut-être une première illustration. Après, on peut lui demander aussi à ChatGPT de développer son raisonnement quand il apporte une réponse. Et à ce moment-là, il va donner des réponses beaucoup plus séquencées pour expliquer comment il est arrivé à un résultat ou une réponse. Il y a un point qui m'a interpellé dans le chat. Il y a Jean-Yves qui nous dit « Pourquoi, selon vous, la formation à la pensée critique est aussi peu développée dans la culture française ?» Alors déjà, selon vous, est-ce que c'est vraiment peu développé dans la culture française ? Oui, plutôt. Dans la culture française, en Belgique aussi, c'est peu développé par rapport à ce que font les anglo-saxons. Et ça vient peut-être un peu de notre système éducatif, où on a beaucoup travaillé les contenus, l'apprentissage par le principe en fait didactique, qui est la structure dialectique, qui est basée autour de la thèse, antithèse, synthèse. Et on se disait que c'était finalement un moyen de travailler cette forme de pensée critique sur du contenu, voilà, en regardant les choses sous des angles différents. Les anglo-saxons, ils ont une toute autre approche dans le système éducatif. C'est vraiment de mettre la pensée critique en tant que telle au cœur du système pédagogique. Et donc, d'arriver à en expliquer, comme on le fait ce matin, les mécanismes, ce qui est sous-jacent, les dispositions, et de travailler là-dessus. Donc, d'arriver finalement à développer des argumentaires et de la prise de recul sur de l'information. Mais oui, il a tout à fait raison. On partage complètement cette... Je vais vous soumettre un second petit sondage. Hop, on va fermer celui-ci. Selon vous, pardon, la pensée critique est-elle innée, on l'a ou on ne l'a pas, développée avec l'éducation, un mélange des deux, ou acquise avec l'expérience et la pratique? Allez, on est 137. J'aimerais bien avoir une centaine de réponses. Qu'on ne vienne pas dire que les RH ne participent pas pendant les webinars. « 93, 97. Allez, c'est bon. 108 votants. Alors, on va dire que c'est à peu près égalité entre acquise avec l'expérience et la pratique, et puis un mélange entre inné et développé avec l'éducation. Je vous partage les résultats. Alors, est-ce qu'il y a une bonne réponse, Christelle? Non, il n'y a pas de bonne réponse. On va avoir des choses, forcément, un substrat inné qui est plutôt lié à des dispositions particulières, mais qu'on va effectivement développer par l'éducation, par l'environnement dans lequel on est, et qui va favoriser le questionnement au quotidien pendant l'enfance, qui va favoriser l'expression sans jugement des avis. Et puis au fil de l'eau, comme le disait François, il y a une partie expertise, connaissance, qui va venir aussi alimenter la pensée critique et qui va faire qu'on va maîtriser un certain nombre de sujets mieux, qu'on va les mettre à jour, par contre aussi tout au long de la vie. Donc on a un petit peu de tous les éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'exerce pas notre pensée critique,
on en perd. Il y a quelque chose de l'ordre de la facilité à ne pas exercer sa pensée critique, parce que ça nous déresponsabilise, j'ai envie de dire, pouvoir suivre un peu l'avis commun et prendre ses décisions un peu rapidement sur l'opinion majoritaire ou des choses de ce type-là, c'est assez facile, c'est assez confortable. Exercer sa pensée critique, c'est remettre les choses en question, remettre les acquis en question, c'est aller solliciter l'avis des autres, c'est aller regarder ce qui se passe dans les environnements qui ont des avis contradictoires par rapport aux miens, pour pouvoir me forger une nouvelle opinion, peut-être des choses, une opinion plus pertinente, plus objective, plus actualisée. Et ça demande un effort et ça demande à mettre en œuvre une vraie remise en cause, une vraie remise en question des habitudes ou de la facilité qu'on peut avoir à suivre ce qu'on faisait comme d'habitude avant, sans trop se poser de questions. Ouais. Après, je m'en rends bien compte déjà moi à mon niveau, hein, dans la vie de tous les jours. Ceux qui ont des enfants vont avoir, j'imagine, le même avis, mais aujourd'hui ils ont une telle source d'informations sur YouTube, sur TikTok, etc., que je trouve qu'à notre époque, il est d'autant plus important pour nos enfants d'apprendre à développer cette pensée critique, au risque de dérives phénoménales en termes d'interprétation des différentes informations et de ce qu'ils peuvent consulter au jour le jour. Hein. Donc il y a vraiment un rôle aussi de la part des parents dès le départ. Hein. Et à la fois, il y a une vraie richesse aussi à cette ouverture à des informations que peut-être nous, hein, même notre génération, auxquelles on n'avait pas accès, où il fallait vraiment faire un effort pour aller chercher ces informations-là, elles leur arrivent assez directement. Par contre, effectivement, le travail qu'ils ont à faire aujourd'hui et sur lequel on doit les aider en tant que parents, c'est effectivement à faire le tri. Et à confronter les informations les unes par rapport aux autres. On a pas mal de questions. On a Odile qui demande quel lien entre la pensée critique et l'intelligence collective en entreprise. Eh ben justement, c'est dans le monde professionnel, c'est sans doute un des grands intérêts de la pensée critique. Vous voyez tout ce qu'on se dit depuis le début, hein, le fait d'aller poser des questions, d'aller questionner les informations, d'être dans quelque chose de l'ordre du non-jugement. On va confronter les informations les unes par rapport aux autres pour s'en faire une idée la plus objectivée possible, la plus pertinente possible, la plus riche possible. C'est quelque chose qui va être particulièrement intéressant chez nos managers, quel que soit l'environnement dans lequel ils se situent, parce que c'est souvent eux qui ont la responsabilité de prendre des décisions ou de donner des orientations. Et quand on a des managers qui utilisent effectivement cette pensée critique, ce sont des managers qui, en équipe, avec leurs équipes, vont exercer ce type de raisonnement, ce type d'approche, ce type de démarche, qui, en questionnant les avis, en demandant quel point de vue a tel membre de l'équipe, tel autre membre de l'équipe, à réfléchir ensemble à des solutions possibles, alternatives, à être dans la remise en question des habitudes. Donc, dans l'exercice de sa pensée critique, le manager met en place un climat propice au développement de la pensée critique de ses équipes et en ça, met en place un climat propice à l'exercice de l'intelligence collective. Il y a Alice qui dit il existe un lien entre la pensée critique et la notion d'influence majoritaire. Je sais. Il faudrait définir l'influence majoritaire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y avait pas mal de points. Si derrière influence majoritaire, on entend la pensée commune, quelque chose de l'ordre de la pensée commune, on est effectivement, il y a effectivement un lien, puisque exercer sa pensée critique va questionner cet avis majoritaire, qu'on va éventuellement le remettre en question,
Alice et précise en chercher, psychologie sociale le fait qu'on puisse être influencé dans notre réflexion par la pensée majoritaire du groupe dont on fait partie. bien sûr, ça fait partie des biais cognitifs. Mais c'est vrai que la pensée critique, c'est vraiment une réflexion orientée vers un but. Et du coup, ce but, c'est quand même de prendre les meilleures décisions. Donc, oui, toutes ces interactions collectives, elles sont nécessaires. Et donc, oui, ça repose principalement sur l'intelligence collective. Mais il faut oser aussi aller chercher l'information et l'avis de l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est comment, en fait, collectivement, on peut avoir un regard critique sur ce qui est produit ou les décisions que l'on doit prendre et arriver à peser, on va en parler aussi, mais ce qu'il y a dessous, sous le capot, arriver à peser et à comprendre le poids des arguments qui nous sont présentés. Parce que ça, c'est un point clé, en fait. On peut avoir des gens qui vont s'exprimer, qui vont avancer des idées, etc. Mais quels arguments avancent-ils, en fait? Quel est le poids de ce qui est construit? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des inégalités, comme le souligne Marie-Claude, qui dit, selon la position hiérarchique, il n'est pas forcément bien vu dans certaines organisations de questionner et remettre en question certaines positions. C'est vrai. On touche là peut-être aux règles et à d'autres systèmes, hein, mais bien évidemment. Et du coup, ça questionne cette liberté que l'on a de pouvoir quand même faire preuve de discernement, en fait, parce que c'est ça. Et au contraire, je trouve que l'intérêt d'un manager, c'est d'être attentif à ce que ses équipes puissent avoir cette capacité de questionnement, d'alerte même, et ensuite de travailler ensemble pour arriver à prendre les meilleures décisions ensemble, pour le bien collectif. Hein. Donc, chaque individu s'y retrouve, mais aussi l'équipe et l'organisation, en fait. Alors peut-être juste par rapport à ce qui a été dit, je pensais à quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de prérequis ou de choses comme ça pour faire preuve de pensée critique? Alors c'est peut-être pas des prérequis, mais peut-être qu'il faut aussi quand même parfois avoir un niveau de maîtrise du champ lexical important, voilà, à certains moments, parce que parfois dans la finesse de la compréhension de certains mots, certaines expressions, comprendre entre les lignes, voilà, ça a quand même des particularités qui peuvent influencer ensuite notre capacité à raisonner, à décortiquer en fait l'information et à pouvoir prendre une bonne décision. Ce qui n'est pas simple hein, dans des environnements intergénérationnels notamment. Non, ce qui n'est pas simple, mais tu en parlais, Christophe, tout à l'heure sur l'utilisation des réseaux sociaux. Hein, très clairement, la pensée critique aujourd'hui, si on fait juste le parallèle entre réseaux sociaux, fake news, bien évidemment, hein, donc c'est désinformation. Et puis, on parlait tout à l'heure des IA génératives. On peut se dire que la pensée critique, c'est le point commun aussi sur ces deux faits de société-là actuels et outils de communication nouveaux. C'est vraiment l'outil qui permet, dans les deux cas, d'aborder les outils et les informations avec recul et avec discernement. Vraiment le point commun avec ces outils-là. Ouais. Alors, avant d'aborder la question de comment évaluer et comment développer la pensée critique, un dernier sondage pour avoir votre avis. Pensez-vous que la pensée critique peut se développer à tout âge? Oui, à tout âge, seulement dans la jeunesse, principalement à l'âge adulte. Non, c'est difficile après un certain âge. Bon, on a pris l'âge en facteur, il y en a plein d'autres. Christelle nous dit avec résilience à tout âge. Bon, je suis sauvé alors. Il reste que, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut le vouloir, donc à tout âge en le voulant, ouais. Peut-on dire que la pensée critique ne pourra se développer que si le contexte le permet? Ah, c'est une bonne question. Alors, on est une centaine à avoir voté. Et donc, oui, à tout âge pour la majorité des répondants. Et là,
François va nous dire, eh ben non. Ouais, et oui, à tout âge, et heureusement, on arrive à devenir un critique de ses propres pensées et actions. Voilà, c'est vraiment ça, et arriver finalement, quel que soit l'âge, à faire ce travail sur soi, ouais, sur les infos. Ouais, Mais oui, que heureusement, ouais, pardon. comme le dit Émilie, plus on avance en âge, plus il doit être compliqué de développer sa pensée critique. Il faut un contexte favorable. Je pense que le premier levier, c'est d'avoir envie. Donc, on n'est pas certain, Christelle et moi, que ce soit forcément lié à l'âge, mais plutôt, enfin, lié à l'âge au sens dans ce qui vient d'être dit, mais vraiment sur l'envie, en fait. Et il faut trouver la motivation qui fait qu'à un moment, on a envie de développer cette pensée critique. Parce qu'il faut un but pour ça. C'est toujours le principe de la motivation. Sur quel levier j'agis, finalement, pour avoir envie de me développer. Donc, il y a vraiment de l'idée de cette capacité à se développer soi-même. Voilà. On est dans des gens qui ont un état d'esprit qui est plutôt un état d'esprit de développement, hein, des termes qui ont été développés par certains auteurs. Et la pensée critique est vraiment quelque chose que l'on va pouvoir effectivement développer. Alors, d'abord par sa structure, donc comment on peut l'évaluer, comprendre, mesurer en fait les dispositions de la pensée critique, et puis ensuite, derrière, sur quelle vie on va pouvoir agir pour pouvoir la développer. Ouais. Ça, c'est un sujet je pense qu'on développe maintenant pour les dernières minutes. Ouais. Alors, quels outils pour évaluer? Alors, si on se pose dans le cadre de l'entreprise, hein, si on parle un peu des outils Pearson, c'est quoi la méthode? Quel outil permet d'évaluer cette pensée critique? Alors, on a un outil qui s'appelle le Watson Blazer 3, qui va effectivement nous permettre d'évaluer où se situe effectivement la pensée critique chez une personne. C'est un outil qui utilise un modèle assez économique et à la fois assez riche qui est le modèle RAID, qui va venir, ce modèle, évaluer les trois grands pans de la pensée critique, que sont la reconnaissance d'hypothèses, l'évaluation d'arguments et la déduction. Donc, on va vraiment, avec cet outil, aller regarder d'une part l'habilité à pouvoir justement, hein, ce qu'on disait, discerner les faits des opinions, des croyances, à recueillir suffisamment d'informations et de points de vue différents pour pouvoir approfondir un sujet, pour pouvoir en avoir une vision la plus large possible. Sur l'évaluation d'arguments, on va être plutôt sur le fait d'aller regarder donc de façon objective et précise l'information qu'on a à notre disposition, et surtout de pouvoir détecter ces biais cognitifs qui sont chez chacun d'entre nous, notamment le biais de confirmation, hein, qui est celui qui est le plus connu, mais aussi le plus fréquemment actionné, qui est en lien avec la tendance qu'on a à aller chercher les informations, ou à prendre en considération les informations qui viennent confirmer ce qu'on sait déjà, ou l'orientation qu'on donnait à notre analyse. Et puis la déduction va venir nous donner des informations sur le niveau d'habileté que la personne va avoir à tirer des conclusions de toutes ces informations objectives, pour pouvoir effectivement mener une analyse rigoureuse de tous ces éléments-là, et au final aboutir à une prise de décision éclairée, étayée, argumentée, que la personne va pouvoir, comment dirais-je, assumer pleinement parce qu'elle l'a travaillé, mais qu'elle va aussi pouvoir expliquer et justifier si besoin. Il y a quelque chose d'important aussi dans ce modèle-là, c'est que dans la réalité des faits, quand on exerce sa pensée critique, on fait des allers-retours entre les différents pans, on recueille de l'information la plus diversifiée possible pour approfondir le sujet, puis on essaye d'objectiver tout ça au maximum. Au moment de l'analyse rigoureuse et un peu scientifique de la chose, on se rend compte qu'il nous manque des informations, on remonte à la prise d'information, on réinjecte une nouvelle source d'information, qu'on fiabilise au maximum, etc., etc. Il y a quelque chose d'itératif dans la pensée critique que le modèle RAID permet d'évaluer aussi.
Donc, on va être là-dessus sur le modèle et l'outil Pearson qui permet effectivement d'évaluer la pensée critique. On est tout simplement sur un petit questionnaire qui va présenter des situations avec un certain nombre d'informations, des informations pertinentes et sur lesquelles la personne va être interrogée sur les conclusions, les hypothèses qu'il peut en tirer. Il y avait une question, je ne sais plus où, qui disait « La pensée critique n'est-elle pas directement liée avec le niveau d'intelligence ?» Alors là, on ne parle plus d'intelligence émotionnelle, hein, on parle... Oui. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'en fait, on a des études, on s'est posé aussi cette question dans les travaux et les sujets sur lesquels on travaille. Il y avait, dans un des livres blancs qu'on avait d'ailleurs, une étude qui a été faite sur les contrôleurs aériens. Et en fait, on a cherché à évaluer la pensée critique des contrôleurs aériens. Et en parallèle, on a proposé à ces contrôleurs aériens de passer un test de facteur G, donc d'intelligence générale. Et en fait, ce qui ressort de l'étude, c'est que des contrôleurs aériens peuvent avoir un niveau de pensée critique très élevé qui est lié à leur expertise, alors que le résultat au test de facteur G était complètement dans la moyenne. Donc, on voit bien que ce n'est pas que lié, c'est corrélé fortement à l'intelligence générale, mais ce n'est pas que lié à ça. C'est aussi très fortement corrélé à l'expertise. Donc, la maîtrise, l'expertise ont une vraie influence sur la pensée critique. Ça, c'est une très bonne nouvelle, je trouve aussi. Et en même temps, parfois, exercer sa pensée critique peut venir combler un niveau d'intelligence type facteur G qui est dans la moyenne ou un petit peu en deçà, par justement le fait de ne pas se dire j'ai la bonne solution d'emblée parce que je sais que mon niveau n'est pas forcément excellent, donc je vais venir questionner beaucoup, je vais venir remettre en question mes premiers élans ou l'avis majoritaire, etc., en multipliant mes sources d'informations, en essayant de les objectiver au maximum pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Donc, on a les deux cas de figure, hein, avec parfois des pensées critiques bien construites, utilisées de manière systématique et qui viennent en relais, hein, quelque part, d'un niveau d'intelligence qui est peut-être moindre. Et inversement, on peut avoir des très hauts niveaux d'intelligence type facteur général de l'intelligence, mais avec de ce fait des personnes qui peuvent être beaucoup dans la sensation d'être dans l'intuition. Ils ont des flashs intellectuels, ils comprennent les choses très rapidement, mais de manière purement logique, sans forcément toujours prendre en considération l'environnement qui est autour, l'autre et la vie de l'autre, par exemple, et du coup de ne pas exercer beaucoup leur pensée critique. Et finalement, de ne pas être si agile que ça, notamment face à un monde qui est un peu changeant, qui est dans l'inédit, etc. Et être sur des schémas très habituels, très conventionnel, hein, par exemple, de pensée. Ouais, et puis à l'inverse, disait Alice, en gros, c'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on a une pensée critique très développée, parce qu'on peut aussi être certain de nos certitudes. Exactement, être pétri de préjugés ou de stéréotypes qui viennent influencer tout cela. Alors, pas mal de questions, on arrive quand même à la fin. J'aimerais bien savoir comment on fait pour la développer, cette pensée critique. Je vous ai mis le lien là, du livre, hein, de Christelle, là, c'est ça que j'étais en train de chercher. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, tu peux peut-être nous en parler, Christelle, en conclusion sur le développement de la pensée critique. Pourquoi avoir écrit ce livre d'ailleurs ? Alors, il s'est passé plein de choses avec la période Covid qui nous ont beaucoup sollicité sur le plan de l'adaptation, de l'adaptabilité, et avec donc ma collègue Carole Bidan qui est co-autrice avec moi, hein, sur cet ouvrage. Il nous a semblé hyper intéressant de pouvoir regarder comment la pensée critique pouvait être un chemin aidant à l'adaptabilité, et on a souhaité pouvoir construire un ouvrage qui serait un peu un livre coach sur cet aspect-là,
en expliquant, en donnant un maximum d'informations effectivement sur ce qu'est la pensée critique, de quoi elle est constituée, quelles sont les autres dispositions qui viennent aider à son étayage ou à son développement. Et voilà, la démarche était celle-ci dans la rédaction de cet ouvrage. Donc, on est sur un bouquin qui peut effectivement aider au développement de sa pensée critique de par l'éclairage qu'il peut donner sur celle-ci. Et puis, c'est un bouquin qui propose des petits exercices pour s'auto-positionner et également qui va donner des tips, on va le dire comme ça, sur voilà, comment être alerte vis-à-vis des arguments, comment être alerte vis-à-vis de l'implicité du non-dit. On aborde un petit peu aussi la notion justement d'IA, de fake news et voilà, d'évolution de notre monde et comment on peut, en y étant attentif, exercer effectivement notre pensée critique de manière peut-être plus judicieuse, plus pertinente. Et c'est quelque chose qui est sous une forme un petit peu ludique, alors sans avoir les travers, parce que je pense qu'il y a quand même des parties un petit peu plus scientifiques, mais on aborde tout le champ justement des dispositions liées aux caractéristiques de personnalité, à la gestion émotionnelle, aux compétences techniques, etc. Il y a une formation aussi, nous met Peggy dans le chat, qui a été développée. Tu veux en parler, François? 2 mots, oui, je vois que le temps court, mais on a développé également une formation au développement de la pensée critique avec un public cible qui est prioritairement des managers, des responsables d'équipe, des professionnels RH aussi qui accompagnent en interne des équipes pour comprendre justement, arriver à mesurer en fait son niveau de pensée critique et comprendre les liens que l'on fait entre ces différentes composantes du modèle RAID, reconnaissance d'hypothèses, évaluation d'arguments et déduction, avec notre réalité concrète et opérationnelle. Voilà, donc c'est arriver à faire ces liens entre le professionnel et les éléments de pensée critique pour comprendre où on est bon, où on est moins bon, et on délivre durant cette formation toute une méthodologie pas à pas pour accompagner concrètement avec de la réflexion collective, donc vraiment des activités réflexives, pour arriver pas à pas à savoir sur quel levier on va pouvoir agir, comment, pour justement faire ce travail de progression et de développement des dimensions où on pourrait avoir des petites faiblesses. Ouais. Top. Eh ben, je vous remercie, François, Christelle, pour nous avoir éclairé sur le sujet de la pensée critique ce matin. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur MyRHline dès demain. Et puis, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Merci.